Bonjour, une fois n'est pas coutume, les témoignages de considération affluent ces derniers jours vers l'Iran. Et il faut dire que le pays vient de perdre son président, Ebrahim Raïssi, disparu de manière aussi soudaine qu'inattendue dans un crash d'hélicoptère. Vous nous direz, Chora Makaremi, anthropologue et chercheuse au CNRS, les effets qui, d'après vous, sont à attendre. Mais d'abord, retour en images sur les circonstances et les suites de cet accident avec Maryse Burgot. Un hélicoptère en morceaux et 9 corps sans vie évacués à pied de cette zone escarpée du nord-ouest de l'Iran. Parmi ces dépouilles, celle du président ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Ce journaliste iranien évoque les mauvaises conditions météorologiques. Cet accident s'est produit à cause du brouillard épais qu'il y avait sur la région et des fortes pluies dans cette jungle. Manifestation dans les rues de Téhéran pour rendre hommage au président décédé, un rassemblement organisé par le pouvoir. Le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, s'empresse de rassurer la population. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de perturbation dans l'administration du pays. Et voici l'une des images que le régime voudrait cacher, des feux d'artifice célébrant l'accident et la mort du président. Cette jeune femme nous dit sa joie de voir la disparition de ce religieux ultra-conservateur. Beaucoup de gens qui ont des opinions politiques différentes, beaucoup d'opposants qui militent pour le droit des femmes ont été exécutés. Et il est le responsable de cette répression. Les présidents russes, turcs ou encore chinois disent avoir perdu un grand ami. Beaucoup plus de sobriété pour la France, par exemple, qui présente des condoléances très sommaires. Chora Makaremi, vous avez été surprise par ces messages de condoléances de l'Union européenne, cette minute de silence aussi du Conseil de sécurité à l'ONU. Alors oui, pour ce qui est de l'Union européenne, c'est vrai qu'elle n'est pas sans ignorer en fait qui était, comment a vécu. On ne sait pas comment est mort Raïssi, mais on sait très bien comment il a vécu et quel type de criminel il était. Donc c'est vrai que c'est compliqué de comprendre ces déclarations. En même temps, on est dans un contexte de guerre régionale et on a bien vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui essayaient de ne pas envenimer la situation. Et donc, on peut comprendre qu'on n'ait pas envie de rompre les relations diplomatiques avec l'Iran. Mais ce jeu diplomatique, en fait, dure depuis 2023 au moins. L'Union européenne s'est désolidarisée de la rue iranienne et les États-Unis et l'Union européenne ont en fait utilisé les acquis de la rue iranienne qui avait fait trembler le régime pour pouvoir négocier avec ce régime en situation de faiblesse. Et ça, oui, ça m'a énormément déçue. Donc là, c'est dans la continuité d'une politique qui ne rend service à personne. On l'a bien vu avec la déstabilisation régionale que pouvait apporter l'Iran à partir du 7 octobre. Certains Iraniens n'ont pas eu cette déférence. Hein. On vient de voir ces scènes, ces images de feux d'artifice. Ça représente quoi? Une forme de délivrance? Alors, en fait, la joie qui est manifestée par les Iraniens, il faut voir deux choses. C'est que manifester de la joie quand une personne meurt en Iran, dans un pays aussi où cette culture chiite, en fait, du deuil et du respect est très importante, est un acte vraiment de profanation. Et moi, je le lis dans cette guerre des émotions que jouent les Iraniens, puisqu'ils ont décidé de ne pas armer leur résistance. Leur façon de continuer, en fait, leur protestation, c'est de prendre le contre-pied des valeurs et des émotions qui permet au gouvernement justement de les gouverner. C'est-à-dire que quand on leur demande d'avoir peur et d'être indifférent, par exemple au sort des exécutés politiques, eh bien ils manifestent toute leur solidarité et leur empathie. Et ils font de cette empathie une arme. Et de la même façon, quand on leur demande de pleurer le président ou quand vient le moment d'un deuil, eh bien ils manifestent de la joie, mais comme façon de dire on est encore là, on n'oublie pas, on ne pardonne pas, comme disent les familles des victimes. Alors, dans ces conditions, bien sûr, on s'interroge. Ce décès, il peut entraîner un changement politique en Iran. Jules Boiteau, quel est le rôle du président iranien ? Eh bien, Raphaël, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction de président en Iran repose sur un paradoxe. Un paradoxe parce que le président iranien est la première personnalité politique
élu au suffrage universel pour 4 ans par un panel de plus de 60 millions d'électeurs en théorie. Et pourtant, ce n'est pas le plus haut personnage de l'État. Il est subordonné au guide suprême. C'est lui qui détient le réel détenteur du pouvoir exécutif dans la République islamique. Depuis 1989, il s'agit de l'ayatollah Ali Khamenei, nommé à vie. C'est lui qui contrôle l'ensemble des institutions politiques, judiciaires et militaires du pays. De son côté, le président en Iran possède des prérogatives qui s'apparentent un peu à celles du Premier ministre en France. Il signe les traités, il représente l'Iran à l'étranger et il dirige l'action du gouvernement. Malgré la légitimité que lui confère l'élection, il peut être destitué à tout moment par le guide suprême. On pourrait donc penser que le président n'a que peu d'emprise sur le destin du pays, mais dans les faits, son influence existe. On se souvient de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad et des tensions qui avaient atteint leur paroxysme avec l'Occident sous ses mandats. C'est aussi avec son successeur, le réformiste Hassan Rouhani, à l'inverse, que l'accord sur le nucléaire iranien a été conclu en 2018. Shohra Makaremi, le guide suprême Ali Khamenei est toujours là, mais c'est sa succession qui est remise en cause aujourd'hui. Mais disons qu'on sait que la mort d'Ebrahim Raïssi intervient dans un moment qui est un moment de crise de succession, puisque le guide suprême a 85 ans, et que la lutte pour sa succession est extrêmement opaque, avec des enjeux immenses, puisqu'il a concentré, sa figure a concentré en fait le pouvoir de façon extraordinaire dans les dernières décennies. Oui. Comment réagissent les gardiens de la Révolution, puisque ce sont eux, dit-on, qui ont aujourd'hui les leviers du pouvoir en Iran? Alors, je ne pourrais pas vous dire comment réagissent les gardiens de la Révolution. Je n'ai pas de contact direct avec eux. Je ne lis pas non plus leur littérature, puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je sais simplement que les gardiens de la Révolution ont une emprise non seulement militaire qui dépasse l'Iran, qui s'étend sur toute la région. C'est vraiment, il y a un impérialisme chiite, en fait, de l'Iran qu'il faut bien avoir en tête. Le corps des gardiens de la Révolution dépend aussi du guide suprême. Ali Khamenei était président de la République pendant la guerre Iran-Irak, et c'est un peu lui qui a forgé en fait cette armée. C'est une armée, c'est un corps paramilitaire qui s'est forgé à travers la guerre Iran-Irak, les gardiens de la Révolution, et qui est en lien extrêmement direct avec le bureau du guide. Et par ailleurs, c'est un corps économique extrêmement puissant. Et si le président Raïssi n'avait pas vraiment des contacts avec les gardiens de la Révolution en termes de... Enfin, je ne pourrais pas dire qu'il était l'un d'eux, par exemple. Mais par contre, il a été gouverneur du plus haut lieu de pèlerinage chiite en fait, de l'Iran, le mausolée de l'imam Hossein à Mashhad. Et ce gouvernorat lui a permis de prendre part au cœur du système de corruption et de réorganisation néolibérale de l'économie au profit des gardiens de la Révolution. Donc en fait, à travers tous les réaménagements urbains, tous les nouveaux projets, la façon dont des parts léonins ont été attribuées aux sociétés des gardiens de la Révolution, etc., il était au cœur en fait, de leur prise de pouvoir extractiviste, économique sur le pays. Face à cette situation, il y a eu le soir même des feux d'artifice, on l'a vu. Une fois la nouvelle passée, comment réagit la rue iranienne, Siavosh Ghazi? Au début, il y a eu des personnes sur Internet qui ont exprimé leur joie après la mort d'Ebrahim Raïssi, notamment critiquant son rôle dans les manifestations qui avaient suivi la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Mais ensuite, on a pu voir des foules très importantes, d'abord à Tabriz, ensuite dans la ville sainte de Qom, à Téhéran, où il y avait des centaines de milliers de personnes, peut-être des foules qui étaient comparables aux obsèques du général Rassem Soleimani, l'ancien chef de la force Quds des gardiens de la Révolution, qui avait été tué lors d'une frappe à Bagdad par les Américains. Donc des foules très très importantes, et selon un responsable de la ville de Mashhad, où il a été enterré au mausolée de l'imam Reza, le 8e successeur du prophète Mahomet, selon les musulmans chiites, il y avait 3 millions de personnes qui ont accompagné la dépouille du président Raïssi. Donc des foules très importantes, notamment des gens des classes les plus démunies, les plus pauvres, qui se sont déplacés pour lui apporter un dernier hommage donc avant qu'il soit enterré. Merci Siavosh Ghazi. Shohra Makaremi, on le voit, des foules immenses qui ont salué la mémoire d'Ebrahim Raïssi. Il avait des fidèles, des soutiens réels au sein de la population?
Alors on peut dire deux choses, c'est que d'une part ces foules sont beaucoup moins immenses que celles qui se sont déplacées par exemple, alors moi je m'inscrirai un petit peu en faux, qui se sont déplacées lors des funérailles de Rassem Soleimani ou bien aux funérailles de Hachemi Rafsanjani par exemple, une des figures réformatrices opposantes, hein, mais un des architectes sans même parler de l'ayatollah Khomeini évidemment. De la République islamique. Alors l'ayatollah Khomeini, n'en parlons absolument pas, là ça n'avait rien à voir en termes... Alors aux funérailles de l'ayatollah Khomeini, il y avait plusieurs millions de personnes. Là on peut parler de centaines de milliers, mais certainement pas de plusieurs millions de personnes. Mais sans chipoter sur les chiffres, en fait, on peut dire deux choses. C'est que ce président a été élu avec non seulement un taux d'élection extrêmement bas, mais un taux d'abstention aux élections absolument record. Et son élection, en fait, a plus été vécue comme une désignation qu'une élection. Donc, il n'avait pas de soutien électoral. Et au contraire, son élection a été un moment de rupture du pacte républicain, du pacte électoral en Iran. Il avait l'onction du guide suprême Khamenei, c'est ce qui lui a valu d'être élu. Il était désigné par le guide suprême. Ouais. Et d'autre part, bon, c'était un personnage extrêmement peu charismatique, moqué pour son peu de charisme, etc. Quelqu'un qui n'avait pas eu de carrière électorale, hein, qui n'avait jamais eu d'autres fonctions élues. Il a été administrateur et puis catapulté candidat à la présidentielle. Mais l'autre chose qu'il y a à dire, c'est qu'on assiste à une vraie révolution, pour le coup, en Iran depuis, on va dire, une petite décennie, qui est que avant, on avait une grille de lecture relativement qui fonctionnait sur l'Iran, c'est qu'on avait un Iran traditionnaliste, religieux, plutôt rural, qui était extrêmement compatible avec les valeurs idéologiques de la République islamique et qui était un soutien historique au régime, notamment clientèle du régime, économiquement dépendant de ce régime par sa redistribution des rentes pétrolières. Et de l'autre côté, on avait un Iran plus progressiste, réformiste, urbain, féministe, étudiants connectés, etc., avec des valeurs séculières. Et donc, on avait un clash entre les deux, comme la crise politique du mouvement vert de 2009. Et ce n'est plus le cas, en fait. C'est ce qu'a mis au jour aussi le soulèvement Femmes, Vie, Liberté, c'est qu'on n'a plus ces deux Irans qui rentrent en collusion l'une avec l'autre, mais on a un pays qui est, y compris dans ses franges religieuses, majoritairement critique de ce pouvoir et qui demande un changement de régime, comme on l'a vu en 2022-2023. Vous parlez d'un manque d'engouement vers Ebrahim Raïssi. Il y a même pire, il a été procureur général avant d'être président et dans ses deux fonctions, il a exercé une répression féroce. On l'a surnommé le boucher de Téhéran. C'est véritablement l'image qu'il a aujourd'hui au sein de la population. Oui, il a été un élément clé, en fait, dans l'architecture de la répression et de la violence d'État à travers laquelle s'est construite la République islamique. Il a été membre d'une commission de 5 personnes en charge d'appliquer la fatwa de Khomeini qui a condamné à mort plusieurs milliers d'opposants politiques en quelques mois dans les prisons en 1988. Ensuite, il était également au pouvoir dans l'appareil judiciaire pendant la répression de multiples manifestations au cours des années 2000 qui ont à chaque fois réprimé les résistances de la société civile iranienne. Donc en fait, on a un exécutant zélé et pour moi, et c'est ce que retient vraiment la population iranienne, il y a une phrase de Vassili Grossman à propos d'Eichmann qui dit « Le secret du nazisme est que le plus haut prêtre est aussi le plus simple des larbins et des croyants ». Et moi, je trouve que ça résume extraordinairement ce qu'était Raïssi aux yeux de la population iranienne. Cette répression s'exerce en premier lieu sur les femmes. Depuis la mort en détention de Mahsa Amini, beaucoup ont pris la rue pour exprimer leur colère face aux injonctions du régime, notamment en refusant le port du voile. Reportage pour France 24 de Catalina Gomez-Andrel et Pouya Parsamagam. Comme Mahsa Amini, Rojin est kurde. Elle est née il y a 27 ans dans le nord-ouest de l'Iran. En apprenant la mort de Mahsa, elle décide de sortir sans voile, en signe de protestation. À ce moment-là, la seule chose à laquelle je pensais, c'était qu'ils allaient m'arrêter. Je savais qu'ils m'enverraient en prison, mais il fallait que je fasse quelque chose qui marque les esprits. Ce jour-là, avec un ami, elle inscrit sur une pancarte le nom de Mahsa Amini. On se l'est attaché autour du cou pour n'avoir rien apporté. On a commencé à marcher, on était stressés. Des gens nous disaient « N'y allez pas, ils vont vous tuer, ils vont vous arrêter ». D'autres nous encourageaient. Ces craintes finissent par se réaliser. La jeune femme passera 6 mois derrière les barreaux. Shohra Makaremi, on avait cru le pouvoir iranien prêt à assouplir les codes vestimentaires pour les femmes. Il n'en a rien été en réalité.
Non, le pouvoir est resté sur ses... Et c'est pour ça qu'on pense qu'il est resté sur ses positions et il restera, je pense, sur ses positions. Au contraire, il a utilisé en fait toute une batterie de formes de surveillance technologique pour arriver à cibler au mieux les femmes qui ne portent pas de voile, puisque ne pas porter de voile est devenu, à partir de septembre 2023 et même un petit peu avant, une forme de continuation sur un mode quotidien de désobéissance civile du mouvement insurrectionnel qui avait commencé avec ce geste d'enlever le voile, qui était un vrai geste de révolte en fait. Oui. Autre sujet qui préoccupe les Iraniens, c'est l'inflation. L'Iran est au bord du précipice, Jules Boiteau. Oui, en tout cas, le pays connaît une crise économique majeure, symbolisée par 3 chiffres. D'abord, celui de l'effondrement de la monnaie, le rial iranien. Il a perdu 33% de sa valeur face au dollar l'an dernier. Son taux est officiellement fixe. 1 dollar vaut en théorie 42 000 rials, mais sur le marché noir, 1 dollar s'échange en réalité pour 500 000 rials selon les chiffres du mois d'octobre. La population se retrouve donc avec des salaires qui ne valent presque plus rien, alors que dans le même temps, les prix, eux, explosent. L'Iran connaît une inflation de 40% depuis plusieurs années, depuis le renforcement des sanctions américaines suite au retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire avec Donald Trump. Enfin, pour quantifier la situation, les autorités iraniennes elles-mêmes publient un indice de la misère basé sur le taux de chômage et l'inflation. Entre 2022 et 2023, cet indice de la misère a augmenté de 26% à travers le pays. Shohra Makaremi, le signe que les sanctions occidentales font effet ? Alors, le signe que le pays est gouverné par un système de corruption extrêmement puissant qui, de toute façon, arrive à tirer son épingle du jeu des sanctions. C'est-à-dire que les sanctions sont enrichissantes pour les élites économiques qui gouvernent ce pays. Ceux qui en font les frais, c'est justement, par exemple, la classe moyenne iranienne qui a été compressée drastiquement jusqu'à quasiment disparaître. Et les provinces les plus hostiles au régime, le Sistan-Baloutchistan, le Kurdistan iranien ? En fait, ces provinces-là, elles sont endémiquement maintenues dans un état de sous-développement économique. Et ce sous-développement économique-là, qui date d'il y a plusieurs décennies, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau, est une autre forme, en fait, de la domination de l'État central sur ces provinces qui sont maintenues dans une minorité et des formes de subalternité et d'exclusion qui sont totalement endémiques. Et cette résilience, en tout cas du pouvoir iranien, sa capacité à tirer parti même des sanctions inquiète, à commencer par Israël, visé, on s'en souvient, par une attaque massive de drones et de missiles le mois dernier, Claire Duhamel. La mort du président iranien Raïssi a bien sûr énormément surpris la population israélienne. Sur les réseaux sociaux, beaucoup s'amusent et ironisent. Ils remercient un cadeau du ciel, puisque le président Ebrahim Raïssi était très proche des mollahs, responsable de cette attaque de drones et de missiles sur le territoire israélien mi-avril. À l'échelle politique en Israël, il y a relativement peu de réactions. Je vous cite la déclaration d'Avigdor Lieberman, qui est un des chefs de l'opposition. Il dit « Pour nous, cela n'a que peu d'importance, cela n'affectera pas l'attitude d'Israël à l'égard de l'Iran. Mais les tensions entre Israël et l'Iran, elles demeurent très fortes. Mi-avril, on le disait, cette attaque de drones et de missiles contre Israël avait été relativement symbolique, largement déjouée par le système antimissile israélien aidé de ses alliés, notamment les Américains. Ensuite, il y avait eu d'importants efforts diplomatiques pour éviter que la situation ne dégénère en une guerre régionale plus ouverte. Mais cet épisode a aussi montré aux Israéliens que l'Iran, s'il le souhaite, peut frapper l'État hébreu sur son sol. Et en ce sens, la menace iranienne n'a jamais été aussi concrète pour les citoyens israéliens. Shohra Makaremi, un Iran affaibli politiquement reste une menace pour son environnement régional ? Oui. Ce qui est une menace, à mon avis, pour l'environnement régional, c'est la façon dont l'Iran a réussi à s'imposer comme le champion de l'axe de la résistance. C'est-à-dire qu'auprès de ce qu'on appelle le Sud global, a réussi à acquérir une légitimité par son anti-impérialisme. Et je pense que là, il y a vraiment une remise en cause fondamentale à faire de la part des chancelleries occidentales, notamment, de la part d'une communauté internationale qui doit se rendre compte que tant qu'il n'y aura pas un appel
appel au cessez-le-feu permanent et immédiat à Gaza, eh bien l'Iran continuera à avoir le champ libre, une espèce d'autoroute devant lui de légitimation et de soft power et d'hégémonie culturelle et politique dans les Suds globaux. Donc en fait, la politique de la communauté internationale sur la question des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à Gaza est extrêmement important pour essayer de désactiver la puissance de nuisance de l'Iran régionalement. Ne pas être trop indulgent, en tout cas ne pas montrer un deux poids deux mesures, c'est ce que vous dites d'une certaine manière. Absolument, et reconnaître ce qui est en cours, c'est-à-dire des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. On a vu Ismail Haniyeh, le dirigeant du Hamas à ce sujet, se rendre à Téhéran à l'occasion des obsèques d'Ebrahim Raïssi et évoquer avec l'ayatollah Khamenei la disparition d'Israël. Ça reste l'objectif de l'Iran ? Alors, c'est le discours, mais en fait, la question, c'est de dire, quand on regarde l'État d'Israël et l'État iranien, on a des fondamentalistes au pouvoir, des fondamentalistes religieux au pouvoir, des pouvoirs extrêmement patriarcaux, des dominations. On ne voit aucune femme dans ces portraits de famille de ces politiciens. Et puis, on a des pouvoirs surarmés et des pouvoirs qui fonctionnent dans et à travers la guerre, c'est-à-dire en assimilant leurs opposants internes à un ennemi extérieur et en les disqualifiant, c'est-à-dire en jouant sur une peur et un patriotisme qui va fédérer la population et des discours guerriers où l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a des pouvoirs qui se ressemblent en fait extraordinairement. Donc ce qu'il s'agit de faire, c'est d'essayer d'ouvrir des brèches pour que d'autres formes de projets politiques dans la région puissent émerger pour casser cette espèce de bipolarité où chaque ennemi a besoin de son adversaire en fait pour pouvoir exister. Puisque si le Hamas est aussi fort, comme les analystes l'ont bien dit, c'est parce que le gouvernement de Netanyahou a considéré essentiel d'avoir un tel ennemi et de le maintenir au pouvoir pour pouvoir ensuite pratiquer ces politiques de destruction du peuple palestinien. Parmi en tout cas les moyens de l'Iran d'incarner une menace existentielle contre Israël, il y a bien sûr l'arme atomique. On a pourtant cru un Téhéran sous contrôle. C'était du temps du JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien. Il n'y a pas si longtemps, en 2015, la signature à l'époque entre Hassan Rouhani et Barack Obama pour les États-Unis. Voyez les images. Voici la photo de famille que tout le monde attendait depuis plusieurs mois. Des sourires échangés entre les représentants des grandes puissances et le ministre iranien des Affaires étrangères. Concrètement, l'Iran s'engage à ne pas développer d'armes atomiques en échange d'une levée des sanctions internationales, un engagement rappelé comme une évidence par le président iranien. Le monde entier sait qu'une fatwa de notre leader suprême aux scientifiques affirme que la bombe atomique est mauvaise, inhumaine et interdite par le Coran. L'Iran n'a jamais cherché à fabriquer de bombes atomiques et ne le fera jamais. À Washington, le président Obama salue un accord historique. Nos différends sont réels. Les difficultés historiques entre nos deux nations ne peuvent être ignorées. Mais c'est possible de changer. C'est la fin d'un très long différend entre Téhéran et les Occidentaux. Le dossier du nucléaire iranien remonte à 2003, quand les moudjahidines du peuple iranien révèlent l'existence de sites nucléaires secrets. L'Iran a commencé à enrichir de l'uranium dans des centrifugeuses, première étape vers la fabrication éventuelle de bombes atomiques. Il faudra 12 ans de pression diplomatique et un embargo économique pour parvenir enfin à un accord salué dans les rues de Téhéran. Des images qui semblent dater d'une éternité. On voit le président de l'époque, Hassan Rouhani, le dire, l'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire. Or, Téhéran parlait récemment encore d'un virage possible vers le nucléaire militaire qu'il pourrait assumer publiquement. Le régime est tenté par une fuite en avant, Shohar Makaremi. Mais on ne sait pas en fait où en est le programme d'enrichissement nucléaire. Il est évident que le régime n'est pas en train de l'abandonner ou de le mettre de côté, puisque c'est sa planche de survie, comme vous le dites. Cela dit, moi, il y a Sauf que c'est une puissance du seuil, ce n'est pas encore une puissance nucléaire. Alors, le problème, c'est aussi l'opacité qui règne autour de tout cela. C'est-à-dire que bien qu'il y ait des commissaires et des observateurs, un des points d'achoppement, c'est justement la question de la transparence ou de l'opacité de ces
programmes d'enrichissement, mais ce que je voulais dire, c'est que, bon, moi je ne suis pas géostratège et je ne travaille pas sur ces questions-là, mais par contre, ce qui me paraît essentiel, c'est de voir comment en 2015, la population iranienne considérait le droit à l'enrichissement nucléaire comme un droit souverain et était vraiment derrière son État là-dessus et considérait que c'était légitime. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et donc là, on peut mesurer en fait le changement également de la rue iranienne qui aujourd'hui est contre le programme d'enrichissement nucléaire puisque c'est une arme qui permet à son gouvernement de se maintenir de façon illégitime. Donc là, on peut bien mesurer le divorce réel qu'il y a eu entre la société et l'État iranien depuis 2015. L'Iran, on l'a vu encore une fois sur ces images, avait à l'époque un président, encore une fois Hassan Rouhani, modéré. La mort de l'ultra-conservateur Raïssi peut permettre à un réformateur d'accéder au pouvoir, d'après vous? Ou c'est totalement hors sujet aujourd'hui? Alors moi, oui, en effet, on a vu qu'il y a une pratique de disqualification des candidatures un tant soit peu différente de la vision ultra-conservatrice depuis plusieurs années. Et c'est ce que j'appelle la rupture du pacte électoral. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2019, il y a eu vraiment une politique, d'abord aux élections législatives et puis à l'élection présidentielle de Raïssi, une politique extrêmement calculée de démembrement de ce pacte républicain qui avait fait la stabilité et la légitimité du pouvoir iranien durant 40 ans. Et ce qui est incroyable, c'est que cette rupture du pacte républicain n'est jamais venue de la rue. Elle a continué à aller voter pour Rouhani, qui était modéré, mais qui avait été conservateur avant ça. Donc c'était vraiment pas une panacée. Mais les gens étaient allés continuer à voter pour lui plutôt que pour Raïssi. Moi-même, en 2017, j'avais voté pour lui pour voter contre Raïssi, pour faire barrage. Et ce pacte a été détruit par le haut. Alors pourquoi? Moi, peut-être une des hypothèses que j'ai, c'est parce qu'à un moment, le pouvoir iranien a estimé que le référent de son gouvernement n'était plus la nation iranienne, mais l'Oumma des chiites. Et donc ça revient à la puissance impérialiste, en fait, la communauté des chiites. Mais donc ça revient à la puissance impérialiste de l'Iran et à qui est en fait l'objet et le sujet de ce gouvernement aujourd'hui. Merci beaucoup, Shohra Makaremi. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet france24.com et la semaine prochaine pour Le Monde dans tous ses états.